Bonsoir. Nous accueillons aujourd'hui une témoin spéciale. Pouvez-vous revenir sur l'événement traumatisant que vous avez vécu? Je n'aurais jamais pensé que ça m'arriverait à moi. Tout semblait normal, mais c'était juste une question de temps avant que je me rende compte. C'était le vendredi 29 mars 2024, un jour comme les autres. Et puis boum, tout a changé. Franchement, ça aurait pu tout faire exploser. Quand je dis tout, je veux dire tous les serveurs partout dans le monde. Je m'en souviens, on n'a rien vu venir. Ça a duré 2 ans. Mais heureusement, on a réussi à l'éviter. Sinon, je ne serais pas là pour vous en parler. Et oui, c'est moi, Fantomas. Non. Bonjour à tous, vous vous en doutez, on va parler de failles, on va revenir sur cette enquête incroyable avec Olivier, geek de naissance, CTO de Arneo. Et je vous avoue, on peut l'applaudir bien fort parce qu'il me tarde vraiment de voir ce talk. Allez-y, applaudissez-le, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux et si nombreuses pour venir voir ce talk. Déjà, un grand merci à Estelle, ma MC, d'avoir fait cette intro incroyable, d'avoir fait cette première partie du spectacle, si je puis dire. Donc, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Je vais vous présenter mon talk Anatomie d'une faille et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de l'attaque XZ qui s'est produite il y a quelques mois. Et on va rentrer tout de suite dans le sujet. Petit warning avant, désolé pour celles et ceux qui sont des experts, il y a certaines slides qui peuvent heurter la sensibilité des plus aguerris d'entre vous. J'ai dû faire quelques petites simplifications, parce que c'est un sujet qui est assez complexe, donc ne m'en veuillez pas s'il y a des petites simplifications ou approximations. Aucun serveur n'a été maltraité pendant la préparation de ce talk, hormis quelques VM, évidemment. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, XZ-Utils, qu'est-ce que c'est? Donc, XZ-Utils, c'est un projet qui permet donc d'effectuer la compression et la décompression non destructive de données. Globalement, si vous connaissez gzip, bzip, zip, etc., ça fait exactement la même chose. La différence près, c'est que l'algorithme est très différent. Donc les programmes et bibliothèques qui sont fournis sont les utilitaires XZ et LZMA qui implémentent la méthode de Lamp-Elzif qui est très connue et couplée aux chaînes de Markov, qui est une méthode heuristique pour essayer de trouver finalement un meilleur taux de compression possible. On ne va pas rentrer dans ce sujet, ce n'est pas le sujet du talk. C'est utilisé à plein d'endroits, notamment pour comprimer les sources du noyau Linux. Le tarballs du noyau Linux sont distribués au format XZ, comprimés au format XZ. Et le noyau Linux, son RAM disk initial de boot, peut être aussi comprimé au format XZ. Donc c'est utilisé quand même de façon assez profonde. Je vais revenir un petit peu sur cette journée du 29 mars 2024. Donc c'était il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Le 29 mars 2024, on se réveille avec une CVE, Common Vulnerability Exposure, tout droit de sortie des enfers. Donc elle nous est rapportée par Red Hat à ce moment-là. Et Red Hat nous dit, attention, il y a une vulnérabilité qui est apparue donc, dans le projet XZ. Je vais essayer de zoomer dessus pour celles et ceux qui ne le voient pas. Voilà. Qui... Je ne suis pas sur le bon écran. Voilà, qui nous dit qu'on a découvert du code malicieux dans les tarballs upstream de XZ. Donc déjà, du code malicieux dans le tarball upstream, c'est quand même un mauvais signe. Donc cette CVE nous dit qu'il y a un véritable problème, il va falloir le traiter, et malheureusement, c'est une CVE avec un score de 10 sur 10. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment y prendre soin là tout de suite et upgrader ASAP si on les utilise. Donc ça, c'est en général la CVE avec un score de 10 sur 10, ça sent mauvais. Cette CVE n'a pas été remontée ou découverte, en tout cas, par Red Hat. Le fait est, c'est que j'aimerais vous présenter un petit peu le héros de cette découverte, qui est Andres Freund. Andres Freund, qui est-ce? Donc c'est un développeur qui est un développeur PostgreSQL. Voilà, c'est un spécialiste de PostgreSQL
et vous verrez le rapport tout de suite après. Son travail, c'est de travailler sur le moteur de base de données, d'effectuer des tests dessus, etc. Il est employé par Microsoft aujourd'hui, et donc il passe la plupart de son temps à travailler sur le moteur de base de données. Donc Andres Freun, il a découvert un petit peu par hasard cette attaque, et il le dit lui-même par une série de coïncidences. Donc il poste sur Mastodon et il poste sur d'autres réseaux sociaux. Il dit « J'ai découvert de façon accidentelle une attaque, une faille de sécurité. Et si vous utilisez certaines distributions comme Debian Testing ou Unstable, il va falloir vraiment regarder ça de très très près. » Donc, il explique, et ça j'y reviendrai un petit peu plus tard dans le talk, qu'il était en train d'effectuer un certain nombre de benchmarks, de micro-benchmarks, et il s'est rendu compte que les serveurs virtualisés sur lesquels il travaillait ne réagissaient pas comme prévu par rapport à il y a quelques temps. Ils consommaient plus de ressources, ils avaient des temps de réponse un peu plus élevés, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc tout ça, il nous l'explique. Dans le même temps, parce qu'il n'a pas posté que sur les réseaux sociaux, il a posté un message sur le message board d'OpenWall. Alors OpenWall, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet qui a pour vocation de sécuriser un maximum possible les distributions Linux et un ensemble de projets open source. Donc son objectif, c'est de rendre plus robuste la plupart des projets en comblant des failles de sécurité, en rendant le code plus robuste, etc. Donc il poste à peu près le même genre de message en disant qu'en observant un certain nombre de symptômes, je me suis rendu compte que la lib-LZMA qu'il utilise, qui fait partie du package XZ, donc de XZ Utils, a été compromis puisqu'il faisait des tests sur Debian Seed, donc, qui est la version instable de Debian, et que les tarballs upstream donc, de XZ sont compromis. Là, on sent, ça sent vraiment très mauvais. Donc, il va nous expliquer un petit peu ce qu'il a découvert. Alors, je vais vous donner tout de suite un petit peu en avant-première. C'est un peu comme dans Colombo. On va essayer de connaître un peu le meurtrier dès le départ. L'objectif de l'attaque, en 3 points très simples, c'est corrompre la supply chain, donc votre chaîne d'approvisionnement de votre logiciel. XZ Utils fait partie de la supply chain puisqu'il est utilisé dans de nombreuses distributions Linux. Et je en parlais tout à l'heure, du noyau Linux notamment, c'est utilisé dedans. Son objectif principal, c'est d'affaiblir le démon SSH. L'affaiblir, mais pas de façon très évidente. L'affaiblir dans certaines circonstances. Et donc, par là même, si on affaiblit le démon SSH, vous devenez maître du monde, c'est-à-dire vous avez la capacité de vous connecter globalement à n'importe quel serveur dans le monde qui est corrompu. Donc ça, c'est quand même un sujet qui est quand même assez important. Donc, globalement, vous l'avez compris, si le démon SSH est corrompu, bon là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. La chronologie de l'attaque, c'est ce que je vais vous raconter un petit peu, elle s'est globalement déroulée en 4 temps. Vous avez la partie ingénierie sociale, la partie ingénierie technique, le déploiement de l'attaque, et heureusement pour nous toutes et tous, la détection de l'attaque. Je vais revenir un petit peu sur ces 4 phases au fur et à mesure, essayer de vous détailler tout ça pour que ça puisse vous paraître assez clair. Donc je vais vous parler d'ingénierie sociale pour commencer. Ça a l'air de rien. Alors, l'ingénierie sociale, tout le monde n'est peut-être pas au fait de ce que c'est. L'ingénierie sociale, sa définition, c'est globalement, c'est d'avoir des pratiques de manipulation psychologique à des fins d'escroquerie. L'objectif, c'est d'exploiter, on va dire, la confiance, la curiosité, la crédulité des gens pour arriver à nos fins. L'objectif, in fine, de l'ingénierie sociale, c'est vraiment la manipulation des gens dans un but d'obtenir soit des accès par exemple à des bâtiments, des accès à votre compte en banque, etc., etc. Je vais vous citer quelques techniques d'ingénierie sociale que vous connaissez peut-être. Il y en a pas mal. Donc il y a par exemple le phishing, que vous connaissez toutes et tous. Vous recevez des mails de phishing qui essayent de vous dérober vos credentials bancaires, par exemple. Vous avez le vishing. C'est exactement la même chose au téléphone. C'est le voice phishing. Vous avez le pretexting, quelqu'un qui vous contacte ou qui essaye par exemple de pénétrer dans votre domicile avec un prétexte dans le but de voir ce que vous avez chez vous. Typiquement des faux, par exemple, opérateurs téléphoniques, Bouygues Télécom, Orange, etc., qui sonnent à votre porte. Oui, nous faisons des travaux sur la fibre en ce moment, nous voudrions voir votre box, etc. En fait, si vous creusez, ce n'est pas des vraies personnes, ils veulent juste pénétrer chez vous pour voir s'il y a des choses à dérober. Le baiting,
Le baiting, typiquement, c'est je prends une clé USB infectée, je la laisse traîner quelque part, dans l'espoir que quelqu'un va la prendre, la mettre dans son ordinateur et donc infecter son système informatique. Le shoulder surfing, pour tout le monde là ici qui prenait le train, si vous avez quelqu'un juste à côté de vous qui peut regarder par-dessus votre épaule ce que vous êtes en train de taper, un mot de passe, des crédits de choses, des contrats, etc. L'impersonnation, se faire passer pour quelqu'un. Bonjour, je suis le directeur de l'entreprise, je vous demande tout de suite et urgemment de me faire un virement vers tel compte parce que nous sommes bloqués. C'est quelque chose qui arrive assez régulièrement malheureusement. Le tailgating, laissez quelqu'un rentrer derrière vous dans des bâtiments. Vous pensez quelqu'un qui arrive comme ça, qui est sûr de lui, sûr d'elle, vous laissez rentrer, pensant que c'est quelqu'un qui est légitime à rentrer. Et le meilleur, le dumpster diving, fouiller dans les poubelles. Vous n'imaginez pas tout ce qu'on peut trouver dans les poubelles. Des logins, des mots de passe, des informations confidentielles, etc. Donc l'ingénierie sociale, c'est un ensemble vraiment de méthodes qui vont vous permettre d'arriver à vos fins. Laissez-moi vous parler déjà de Jiatan. Jiatan, c'est l'attaquant, la personne qui s'est vraiment attaquée au projet XZ Utils. On ne sait pas qui c'est. A priori, c'est une personne. En creusant, a priori, à ce jour, on pense que ce n'est pas une personne unique, mais plutôt une organisation probablement étatique. Voilà. On a des faisceaux de présomption très forts sur le fait que cette personne n'est pas une personne, mais plutôt une organisation. La personne visée, c'est Colin Lass. C'est notre cible. Alors, je n'ai pas de photo de cette personne, donc c'est à peu près le même portrait que Jiatan. Cette personne travaille pour l'organisation Tucani, qui éditait une distribution Linux et qui maintient notamment le projet XZ Utils. Donc c'est un projet, Tucani, qui est un projet open source, comme il en existe des dizaines et des centaines. Donc Tucani a pour objectif aujourd'hui principal de maintenir XZ Utils. Donc, la première étape qui s'est produite lors de cette ingénierie sociale, et c'est la première étape, c'est de loin la plus importante, c'est de gagner la confiance de la personne. Voici comment ça s'est produit. Colin Lass est devenu mainteneur du projet XZ en 2009. Voilà, le projet XZ est issu des travaux sur 7-Zip, que vous connaissez probablement, qui a initié le système de compression LZMA. Donc ce projet a été légèrement forqué, a été repris, et donc XZ Utils les années au début des années 2000, et Colin Lass en a pris la maintenance en 2009. Jiatan, alias Jiat75, a créé son compte GitHub en 2021. Il a commencé à contribuer à différents projets libres et open source, de façon très sporadique, ici et là, en essayant d'être pas trop loin du projet XZ Utils, des projets qui sont plutôt concomitants au projet XZ Utils, qui gravitent autour. Il a soumis son premier patch XZ en 2022. Il a tenté de faire une première soumission de patch en disant « voilà, j'ai trouvé quelque chose, je veux vous le soumettre », mais il a été rejeté pour un problème de qualité, peu importe. Dans le même temps, une autre personne arrive, qui s'appelle Jigar Kumar, qui entre dans la danse et qui commence à mettre la pression pour pousser le merge, en disant hey, « mais pourquoi vous rejetez le patch de Jiatan? Nous, on en a absolument besoin pour tel projet. » Donc il commence à mettre la pression sur la messagerie auprès de Colin Lass. Une autre personne, Dennis Hens, entre aussi dans la danse et intensifie cette pression. Donc il commence à y avoir plusieurs pressions, et le fait, on va dire, le comportement de groupe va faire que d'autres personnes se disent « oui, mais moi aussi j'en ai besoin, s'il vous plaît, intégrez le patch, etc. etc. » À ce moment-là, Colin Lass, il est complètement débordé. Il est sous une avalanche de demandes, et il est seul. Et au bout d'un moment, la communauté, donc autour de XZ Utils, lui demande bah, « tu es seul mainteneur, ce serait pas mal d'élire un autre mainteneur. » Vous sentez venir? Jiatan fait son premier commit, finalement, et il devient plus ou moins contributeur régulier. D'abord sur des petits commits, des petites corrections, de la documentation, un petit peu de choses comme ça dans le code, etc. Dans le même temps, la pression exercée sur Colin ne faiblit pas. Il est toujours seul mainteneur, seul décideur sur le projet XZ. Donc la pression continue à augmenter, elle est toujours là et par de plus en plus de personnes. Jiatan, dans le même temps, gagne en implication, il gagne en confiance, et épuisé, au bord du burn-out, Colin nomme Jiatan co-mainteneur du projet. Ça, c'est la première partie. Donc, en résumé, vous prenez un mainteneur d'un projet open source, un mainteneur qui cherche de l'aide, et vous le noyez sous une avalanche de demandes, et vous lui mettez la pression, par tous les moyens possibles.
À ce moment-là, cette personne accepte de l'aide de quelqu'un qu'elle considère étant de confiance. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, la deuxième étape de l'ingénierie sociale, c'est de prendre le contrôle. Elle est dans la place, elle a besoin de prendre le contrôle. Donc à ce moment-là, Jiatan va effectuer son premier merge en tant que co-mainteneur du projet, donc début 2023. Il gagne progressivement la confiance de Colline, de plus en plus, et donc prend de plus en plus de poids dans ce projet. Certains emails de contact du projet sont mis directement à jour vers Jiatan en mars 2023. Jiatan s'efforce dans le même temps de consolider l'infrastructure de test du projet. En juillet 2023, une première pull request est effectuée pour désactiver le fuzzing build sur le projet OSS Fuse. Alors le projet OSS Fuse, c'est un projet qui est l'idée par Google, qui permet de tester avec du fuzzing, donc de faire du test sur un ensemble de projets pour vérifier s'il est suffisamment robuste, en injectant des données aléatoires, ce genre de choses, etc. Or, dans ce temps-là, on s'est rendu compte que le projet devenait un petit peu instable dans certaines conditions. Donc il a essayé de militer pour faire désactiver le fuzzing build. Ça, c'est une information qui est assez intéressante. Il gagne de plus en plus de contrôle sur le projet début 2024 et il change, et ça c'est intéressant, sans vraiment l'accord de Colin Lass, il change le hosting du projet, qui n'est plus vers tucani.org, mais directement vers les GitHub Pages du projet GitHub de XZ Utils. À ce moment-là, il est capable, lui, de faire toute la communication en ayant les mains complètes et les droits complets sur la communication du projet sans passer par le website original du projet. Donc là, il a tout moyen de communiquer exactement comme il veut. Il ajoute la charge utile de l'attaque en février 2024. Vous vous rappelez, il a créé son compte en 2021, là on est en 2024. Donc c'est un temps qui est très très long au final. Il publie la version 5.6.0 de XZ Utils. Dans le même temps, Debian, Gentoo, Red Hat détectent des dysfonctionnements. Ils utilisent Valgrind, notamment, qui est un outil très connu des développeurs bas niveau, pour détecter notamment les fuites mémoire, les débordements de buffer, ce genre de choses. Il y a des instabilités au niveau de XZ Utils. Ils détectent des fonctionnements. Valgrind voit qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien au niveau de la mémoire, mais sans plus. Jiatan publie un correctif sur les instabilités et il pousse absolument à faire inclure la version suivante dans les distributions. Ça, c'est une erreur de sa part. Il publie la version 5.6.1 et je reviendrai après pour vous expliquer pourquoi c'était une erreur de sa part. Donc à ce moment-là, la seconde étape, le résumé, il a réussi à prendre le contrôle du projet en à peine 2 ans. Simplement en mettant la pression sur le mainteneur, en prenant sa confiance, en prenant les rênes du projet et finalement en arrivant un peu comme un chevalier blanc, un sauveur du projet. Voilà pour la partie ingénierie sociale. Maintenant, la deuxième phase, c'est l'ingénierie technique, qui n'a pu être possible que par l'ingénierie sociale, je le rappelle, qui a eu lieu juste avant. Donc l'ingénierie technique, dans ce genre d'attaque, c'est vraiment l'art de la dissimulation. L'objectif, c'est d'injecter une charge utile dans un projet, mais qu'elle soit totalement invisible. Et vous allez voir que, de ce point de vue-là, l'attaque est relativement brillante. Donc la cible et la surface d'attaque, je rappelle, la cible, c'est OpenSSH. L'objectif, c'est d'affaiblir le démon SSH pour s'octroyer des accès sur des serveurs auxquels on n'a pas accès. Il est illusoire de s'attaquer au projet OpenSSH, qui est maintenu par OpenBSD, notamment, et par une poignée de développeurs très très regardants sur le code et qui contribuent. Donc c'est littéralement impossible d'affaiblir OpenSSH en direct. Pour autant, vous avez une surface d'attaque qui est possible sur OpenSSH. OpenSSH a extrêmement peu de dépendance. Mais pour autant, la surface d'attaque que nous avions ici, c'est le tarball, la distribution de XZ Utils, le système de build, les tests unitaires, j'en ai un petit parlé juste avant, le code source en lui-même, et la glibc. Et, cerise on the cake, système D. Donc là, on a les usual suspects, quelque part, sur lesquels on peut s'appuyer pour aller injecter une faille de sécurité dans un système. L'objectif, je le rappelle, est d'aller attaquer OpenSSH. On est encore très loin d'OpenSSH. Et vous allez voir, ça va s'éclaircir très rapidement. Donc là, dans l'ingénierie technique, la première phase, votre point d'entrée, ça va être le tarball, c'est-à-dire l'archive de code source que vous allez distribuer à la communauté, et notamment aux distributions qui vont l'utiliser, que ce soit les distributions Linux, BSD, etc. Ici, ça vise essentiellement les systèmes Linux. Donc ce tarball, c'est lui qui va être distribué avec la faille de sécurité. Il va contenir le code source que vous allez retrouver sur GitHub, plus des petites choses. C'est un tarball qui a été forgé pour l'occasion. C'est-à-dire que si vous prenez le contenu du tarball et que vous le comparez à ce qui est dans le dépôt Git, il y a des petites différences.
très infime. Donc lui, c'est vraiment la source de tous les baux. Et donc ce tarball, donc l'attaque, va se baser essentiellement sur la modification du système de build. Donc là, j'ai listé à peu près ce qu'il y a dans la racine du code source. Et donc, le projet XZ a l'avantage ou l'inconvénient, en tout cas, il a la particularité d'avoir deux systèmes de build différents. Il va utiliser soit CMake, soit les AutoTools du projet GNU. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va essayer donc de modifier les deux systèmes de build pour faire en sorte d'injecter la faille de sécurité dedans. Donc si on regarde là je vais essentiellement concentrer mon analyse sur la partie AutoTools, mais c'est vrai aussi pour ces mecs. Si on regarde un petit peu les différents scripts et les différentes macros qui sont utilisés dans le système de build, il y a un fichier qui a attiré l'attention lors de la phase de reverse engineering de cette faille. Ce fichier, c'est build-to-host. Build-to-host, comme son nom l'indique, permet de builder pour l'hôte de destination. Si on ouvre ce fichier et qu'on le compare avec ce qu'il y a dans le dépôt, on va se rendre compte qu'il y a une ligne 63, là, que je vous affiche, qui a été ajoutée. Si quelqu'un est capable de dire dans l'assemblée ce que ça fait, cette ligne-là, cette personne est très forte. En fait, cette ligne va s'appuyer sur un certain nombre de variables que je ne vous affiche pas là, parce que ce n'est pas trop intéressant d'en voir le détail. Mais cette ligne-là va permettre, lorsque le système, le script configure, qui va permettre de configurer les sources pour l'objectif de build, va modifier un certain nombre de makefiles. Et là, je vous affiche le makefile de la libLZMA. Donc à gauche, la partie gauche, vous avez le makefile original non modifié, à droite, la partie modifiée. Vous voyez qu'il a rajouté en haut une partie qui s'appelle am__test, bad3, c'est ça, bad3 corrupt lzma.xz. Donc un fichier de test. Il en a rajouté un autre plus bas. Il a rajouté encore une autre ligne, là on voit AM, la ligne qui est en jaune, am_dist setup, $am strip préfixe, pipe xz-d. On voit que c'est un petit peu cryptique tout ça. On part du principe que c'est le mainteneur qui l'a ajouté, c'est à peu près ce qu'il fait. Et puis, plutôt vers la fin de ce fichier, on voit une commande sed qui utilise un certain nombre de variables d'environnement et donc qui va être exécutée notamment en phase de link. Il a modifié un certain nombre d'autres fichiers. Notamment, si on voit là le fichier, le CMake list, pour le système de build CMake, il a modifié un certain nombre de fichiers. Il a rajouté là un système qui permet donc de modifier la détection de ce qu'on appelle la sandbox sous Linux. La sandbox qui va permettre de pouvoir exécuter du code avec des droits extrêmement réduits. Donc Linux fournit un système qui s'appelle landlock, qui permet de réduire les droits, par exemple de vous empêcher d'accéder au file system si vous n'en avez pas les droits, d'utiliser le réseau, etc. Donc il a modifié et il se dit, normalement, le système de build avant disait la sandbox est disponible que si le fichier .h est disponible dans USR include. Là, il a dit, oui, je vais quand même vérifier que les symboles que j'utilise, les fonctions que j'utilise existent. Donc il a juste complété ça. À première vue, même moi en tant que développeur bas niveau, je me dis c'est un code qui est tout à fait légitime. Et donc il a modifié un certain nombre de fichiers pour faire correspondre le système de build par rapport à la modification qu'il a apportée. Donc là, voilà, il y a un certain nombre de fichiers que je vous présente ici. Voilà. Mais je reviens sur le premier fichier que je vous ai montré, le CMake list. Si vous regardez attentivement, vous pouvez peut-être spotter l'erreur qu'il y a dans ce fichier. Elle est très, très, très difficile à spotter. D'ailleurs, personne ne l'a vu tellement elle est difficile. Je vous l'affiche. Vous voyez le petit point ? Eh bien, ce petit point-là va empêcher, au moment de la détection, puisque à moment de la détection du landlock, il va essayer de builder ce petit code source, mais comme il y a un point qui n'a rien à faire ici, ça va faire échouer le build, et donc il va dire la landlock, la sandbox n'est pas disponible sur le système alt de destination. Première chose qu'il a faite, il a désactivé la sandbox, ce qui va lui permettre d'ouvrir ses portes dans la manipulation de symboles en mémoire. Ça, c'est plutôt ingénieux. Et ensuite, il va injecter un premier payload, le fameux fichier bad3 corrupt lzma, donc qui est a priori un fichier XZ qui est totalement invalide et qu'il utilise dans ses tests pour dire le fichier est invalide. En fait, on voit qu'il prend ce fichier, il effectue un TR, il va changer un certain nombre de caractères, des espaces __ par espace __, etc. Il va obtenir, par le biais de cette décompression, un fichier totalement légitime, qui est ici. Et ce fichier est exécuté lors du build.
Ce fichier, qu'est-ce qu'il fait? Là, on voit qu'il y a plein de trucs un petit peu cryptiques. Il vérifie qu'on est bien sous Linux, etc. Et derrière, il y a un export i égal avec plein de choses cryptiques où il fait des heads plus -c, plus 1024, plus 2048, etc. Il va chercher des offsets quelque part. Et ces offsets, il va les chercher dans ce fichier-là. Le good large compressed. Et en fait, quand vous ouvrez le fichier good large compressed, vous obtenez un fichier texte qui est totalement légitime avec du contenu qui vous semble intelligible. En fait, la manipulation qui est au-dessus va permettre de changer certaines parties de ce fichier pour reconstituer un fichier vérolé. Un script qui va pouvoir exécuter. Un script qui va pouvoir exécuter, et donc c'est le second payload. Et ce payload, c'est un fichier d'à peu près 200 lignes de code qui va permettre d'aller modifier le code source, d'injecter dans les symboles à la compilation le code malveillant en lui-même. Donc là, je vous passe un certain nombre de choses. Et ce fichier est volontairement obscur. Il a été obfusqué vraiment en conséquence. Là, vous le voyez, il y a des variables qui n'ont aucun sens. On va en trouver quelques-unes ici, un petit peu plus loin. Il y a par exemple LD, petit v égale $LD. Il y a des variables qui s'appellent E. Enfin, on voit bien que ce n'est pas les bonnes pratiques de programmation. Normalement, on est censé nommer nos variables avec des choses à peu près intelligibles. Tout est volontairement obscur, pour nous détourner notre attention sur ce que fait ce code réellement. Voilà, donc vous avez un certain nombre de fichiers, et à la fin, là vous voyez, vous avez beaucoup de lignes de code qui vont manipuler un certain nombre de symboles à la compilation. Et donc vont permettre d'ajouter la charge utile directement dans le code, et donc de produire un code qui est volontairement vérolé avec la faille de sécurité, avec la backdoor. La backdoor, elle va se déclencher sous certaines conditions. Elle va déjà commencer à utiliser le système d'ifunc de la glibc. La glibc, elle a pour particularité de fournir un mécanisme qui s'appelle ifunc, qui vous permet de changer dynamiquement l'implémentation d'une fonction. Par exemple, vous avez une fonction qui est écrite en C, qui n'est pas particulièrement performante. Vous pouvez la changer dynamiquement à l'édition de liens lorsque le programme se lance par une version plus optimisée. C'est à ça que sert ifunc. Et donc, on va utiliser ce mécanisme-là pour, lorsque le projet va se lancer, le programme va se lancer, pour changer un symbole à la volée. Et l'objectif de cette attaque, c'est de faire le swap de la fonction qui s'appelle RSA public decrypt. Quand vous êtes en SSH, vous donnez votre clé publique et le serveur va vérifier que vous êtes tout à fait légitime. Donc l'objectif, c'est de pwn cette fonction, de la changer par une version qui fait exactement la même chose, plus autre chose, qui va vérifier les clés SSH habituellement, plus une clé SSH publique qui sera fournie dans ce projet. Donc ça veut dire qu'on a injecté la clé publique de quelqu'un directement là-dedans. Vous avez votre backdoor. Mais toute seule, elle ne fonctionne pas. Donc elle va s'appuyer notamment sur systemd. Mais pourquoi systemd? On est toujours loin de SSH. Parce qu'il faut savoir que dans certaines distributions Linux, je pense notamment Debian, Ubuntu, et il y en a plein d'autres, la Fedora aussi je crois, OpenSSH est lié à libsystemd. OpenSSH, normalement, n'a pas systemd comme dépendance, mais il est lié à libsystemd uniquement pour vérifier que le démon est bien lancé, qu'il est bien piloté par systemd, etc. Donc d'avoir le statut du démon SSH, de pouvoir le lancer, l'arrêter, etc. Donc ça, c'est un hack qu'ont fait certaines distributions Linux pour des raisons purement d'administration système. Et libsystemd, elle est liée à libelzedema. Vous avez votre chaîne d'attaque. Quand OpenSSH se lance, il va se lier avec libsystemd qui se lie à libelzedema. Lorsque ça se lance, la section start du binaire va lancer le sous-système d'ifunc qui va changer le décryptage de la clé publique RSA, et donc dans certaines conditions seulement. Et ces conditions, ça va être de vérifier que c'est bien le démon SSH qui est en train de tourner, qui est en train de se lancer, et qu'il n'y a pas de terminal accroché. Donc là, on est vraiment dans le mode démon SSH. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que la modification aussi du makefile, de la chaîne de build, ne va se produire que dans une seule condition. C'est lorsqu'on va builder un paquet. Le paquet Debian, qui est en vue de distribution avec la distribution de Debian, ou un paquet RPM. Donc ça, c'est vraiment des conditions qui vont faire que la backdoor va être visible que dans certaines conditions. Si vous prenez le code source de xzutils comme ça, et que vous le compilez, vous n'aurez pas de backdoor. Par contre, si vous rajoutez un fichier en disant « j'essaye de builder un paquet Debian en conséquence », la backdoor va s'injecter automatiquement dedans. Et la backdoor ne va s'activer que si on lance le programme SSH, que si elle est dans le programme SSH et qu'il n'y a pas de terminal accroché. Donc ça, c'est pour rester réellement furtif.
Donc vous avez compris que là, ça y est, c'est le feu. Le déploiement de l'attaque en lui-même. Le déploiement de l'attaque, c'est faire preuve de patience. Comme je vous l'ai dit, l'attaque en elle-même s'est étendue sur un temps qui est très très long. Donc Jiatan a commencé à créer donc son compte en 2021, l'attaque a eu lieu en mars dernier. Donc c'est un temps qui est très très long. Pourquoi? Parce que patience et longueur de temps font plus que de rage. C'est une citation donc de Jean de La Fontaine, ce qui veut dire que ça ne sert à rien d'aller trop vite parce qu'on risque d'échouer finalement et à s'énerver et à faire injecter ce qu'on veut. Mais quelque part, vous connaissez peut-être la fable de la grenouille. Mettez une grenouille dans une marmite, élevez doucement la température, la grenouille ne s'évadera pas et finira par mourir dedans de chaleur. Alors que si vous la plongez directement dans de l'eau bouillante, elle va avoir tendance à s'échapper. Donc ce qui s'est passé, c'est une attaque comme celle-ci, elle n'est rendue possible que sur un temps très long, puisque l'être humain est très peu sensible aux variations sur les temps très très longs. Je l'ai expliqué notamment sur la partie ingénierie sociale, qui n'est possible que sur un temps très très long. Acquérir la confiance de quelqu'un, ça demande énormément de temps. Et dans le même temps, mettre en point une attaque d'un point de vue technique aussi sophistiquée que celle-ci, met énormément de temps aussi. Il faut analyser la possibilité de qu'est-ce qu'on a comme surface d'attaque, comme je vous l'ai présenté, de pouvoir injecter le code et injecter le code de façon non visible. Là, je vous montre un petit peu le cluster des commits qui ont été effectués par Jiatan depuis qu'il a créé son compte GitHub. Donc vous voyez qu'au début, il n'y a que quelques commits qui sont assez parcellaires. Puis là, on voit bien qu'à partir de 2023, lorsqu'il est devenu contributeur, il a commencé à contribuer sur un certain nombre de projets. Donc, notamment OSS Fuse, XZ, XZ Java, XZ Embedded, etc., etc. Et l'attaque en elle-même, elle a été vraiment faite sur le temps long pendant tout ce temps, mais il y a un cluster de commits malicieux qui sont juste en bas à droite. Et c'est ces commits-là qui ont permis l'injection de l'attaque directement dans le code du projet XZ Utils. Dès lors où il a injecté son code malicieux, qui n'était pas parfait, et quand je dis « il », en fait, je dis la personne, mais c'est peut-être l'organisation qui est derrière, ça a généré des instabilités. Comme je le disais, les premiers commits ont généré des instabilités qui n'étaient détectables que par Valgrind, mais pour lesquelles personne ne savait réellement pourquoi ça plantait. Et donc, son erreur, en tant que telle, a été d'essayer de pousser très rapidement une version correctrice, mais de la pousser sur des distributions dont on sait qu'elles allaient apparaître, notamment Debian. Debian, je le rappelle, c'est la base d'Ubuntu. Ubuntu sort en octobre, ou en avril. On arrivait au mois de mars, c'était le moment de la fin de la fenêtre d'intégration des nouvelles versions. Donc on soupçonne que l'objectif était d'injecter la backdoor dans la prochaine Ubuntu qui allait sortir. Donc la détection de l'attaque, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment un coup de chance qui est réellement monumental. Donc je reprends Andres Freund. Andres Freund en lui-même, il travaille sur Debian Unstable. Pourquoi? Parce que Debian Unstable a l'avantage de fournir des paquets qui sont plus récents que la Debian Stable, qui peuvent avoir de 18 mois à 2 ans de retard éventuellement. Ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient. Il effectuait des micro-benchmarks sur PostgreSQL. Alors des micro-benchmarks qui avaient pour objectif donc, en fait, d'exécuter sur plein de VM plein de petits benchmarks qui étaient exécutés directement par des connexions SSH. C'est comme ça qu'il s'en est rendu compte. Ce qu'il a constaté, c'est une charge anormale de ses serveurs. C'est-à-dire que chaque fois qu'il effectuait une connexion SQL, le load average des serveurs montait légèrement. Ça avait aussi pour conséquence d'augmenter le temps de réponse des connexions SSH. Et quand je parle de l'augmentation du temps de réponse, il a juste détecté une augmentation de 500 millisecondes du temps de réponse moyen. 500 millisecondes, ce n'est pas beaucoup. Mais par contre, ça se détecte lorsque vous faites des milliers de benchmarks par jour. Là, vous vous dites, il se passe quelque chose. Et ces milliers de benchmarks, l'augmentation du temps de réponse plus la charge des serveurs qui augmentait, lui a mis un petit peu la puce à l'oreille. Il y avait une régression par rapport à il y a quelques semaines. Donc tout ça, il s'est dit, bon bah, on va creuser. C'est là où c'est très intéressant, parce que s'il n'avait pas eu cette idée d'aller creuser le pourquoi c'était plus long, pourquoi il y avait plus de charges, probablement que nos serveurs aujourd'hui, une partie de nos serveurs sera infectés par cette faille. Je le rappelle, je remets un petit peu les posts qu'il avait fait. Il effectuait des micro-benchmarks, il a essayé de faire un profilage du démon SSH, il a vu qu'il y a beaucoup de temps qui était passé dans la lib LZDMA. À ce moment-là, il a essayé de travailler en mode delta par rapport à la précédente version de la lib LZDMA, avant la version 5.6. Il s'est rendu compte que c'est à partir de la version 5.6 qu'il se passait des choses. Donc il a pris la version 5.6,
il l'a audité, il l'a compilé, et il s'est rendu compte, effectivement, au fur et à mesure de ces pérégrinations, qu'il y a des choses qui avaient changé, et surtout des choses qu'on ne retrouvait pas dans le dépôt GitHub. Rappelez-vous la première ligne de code que je vous ai montrée dans le système de build. Tout ça, ça lui a donné un faisceau de présomption. Encore une fois, c'est un faisceau de présomption, mais il a eu l'idée d'aller creuser, et les moyens techniques, la connaissance technique pour aller creuser ça, sachant que ce n'est pas un expert en sécurité. Vous avez vu l'obfuscation de code, c'était assez compliqué, et donc il aurait très bien pu abandonner. Donc tout ça, c'est vraiment des coïncidences, mais un coup de chance monumental. Comme il le dit, tout ça, ça a requis un lot incroyable de coïncidences, en fait. Alors, en résumé, c'est vraiment un alignement des planètes exceptionnel. Le fait de détecter ça, que quelqu'un puisse avoir l'idée d'aller auditer le code, d'être au bon endroit au bon moment. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à voir. Et la plupart des distributions Linux intégraient le système LZMA avec la faille. Et effectivement, une des contre-mesures pour ne pas subir les instabilités qui étaient constatées, c'était soit de désactiver les tests, soit de changer la chaîne de compilation. Certaines distributions partaient du principe que potentiellement la version 5.6 de LZMA était trop instable pour être intégrée. Mais ce n'était pas encore complètement sûr, puisque les correctifs proposés par Giaten allaient arriver. Alors, tout ça pour m'amener à vous parler finalement du vrai sujet de ce talk, la supply chain. La supply chain, c'est vraiment pour nous, c'est la grande oubliée. La supply chain, donc c'est votre chaîne d'approvisionnement, ce que vous utilisez au quotidien. Cette supply chain, elle va vous permettre de pouvoir compiler vos projets, de pouvoir délivrer du code, de pouvoir délivrer de la valeur à vos clients, à vos projets. Donc cette supply chain, c'est vraiment l'un des vecteurs d'attaque qui sont les plus courus par les pirates pour justement essayer d'accéder à votre système d'information, d'accéder à vos données, d'accéder à votre code. Aujourd'hui, attaquer directement le code d'un projet, ce n'est pas forcément une bonne idée. La supply chain est plutôt une façon d'aller corrompre votre cible. Très récemment, rappelez-vous, dans les informations, on a vu une belle attaque de supply chain, c'est-à-dire des beepers qui ont été modifiés pour ajouter des explosifs dedans. Pour atteindre quelqu'un, on n'a pas attaqué la personne directement, on a modifié sa chaîne d'approvisionnement. On s'est inséré comme homme du milieu, entre guillemets, dans la chaîne d'approvisionnement pour aller la modifier et ensuite atteindre sa cible directement. Bon, je ne vais pas vous parler de beeper, mais plutôt de supply chain informatique. Aujourd'hui, votre supply chain, en fait, qu'est-ce que ça va regrouper chez vous? Ça va regrouper les systèmes d'exploitation. Les systèmes d'exploitation qui vont tourner sur vos serveurs ou sur vos machines. Chaque fois qu'on télécharge une ISO sur Internet, qui vérifie systématiquement la somme SHA-256 ou autre? Je pense quasiment personne. C'est une façon aussi de vous fournir un système d'exploitation qui est vérolé au travers, par exemple, d'un proxy. Vous avez les logiciels, les paquets logiciels que vous utilisez. Alors, les logiciels, mais c'est au sens très large du terme, et les paquets logiciels au sens distribution de votre distribution Linux, par exemple. C'est-à-dire que chaque fois que vous ajoutez un dépôt, je pense notamment, par exemple, au Personal Package Archive, les PPA, par exemple, sous Ubuntu, vous téléchargez un logiciel qui n'est pas forcément validé par la distribution en elle-même, sur lequel vous pouvez avoir une backdoor qui a été injectée, du code malicieux. Mais aussi, c'est tout ce qui est composer, NPM, pip, Go, Rust, etc. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quelques années, on avait essentiellement des systèmes de build qui étaient totalement déconnectés d'Internet. Quand vous preniez des programmes en C, etc., vous téléchargiez, vous aviez toutes vos dépendances que vous compiliez sur votre machine. Aujourd'hui, on a l'avantage, mais aussi cet inconvénient, c'est que les systèmes vont aussi directement s'alimenter sur Internet. Lorsque vous faites un Go build, les dépendances, il va les chercher directement sur des dépôts Git. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel qui vous échappe. Vous pouvez très bien injecter quelque chose sur une des dépendances que vous utilisez qui va se retrouver dans votre build à vous. Et sans oublier les images Docker. Ça aussi, c'est un vecteur d'attaque qui est assez intéressant, puisque vous pouvez builder des images Docker, les distribuer sur un certain nombre de plateformes, et il n'est pas rare aujourd'hui qu'un certain nombre d'images soient pas complètement validées,
on va dire, qu'on utilise des images qui ne sont pas complètement maîtrisées par l'entreprise et que l'on va utiliser comme ça et déployer en production telle qu'elle. Donc cette chaîne de build, quelque part, c'est assez important. Cette chaîne de build, vous pouvez limiter la surface d'attaque. Vous pouvez utiliser des gestionnaires d'artefacts en local. Ça ne veut pas dire que vous êtes complètement à l'abri. Mais vous allez pouvoir utiliser, par exemple, un Artifactory pour n'insérer dans votre système de build que ce que vous avez décidé d'insérer. Une partie de l'audit que vous pouvez faire aussi, c'est de dire combien de dépendances vous avez. Est-ce que ces dépendances sont nécessaires? Est-ce qu'il n'y a pas des dépendances de dépendance pour lesquelles on n'a aucune maîtrise? Tout ça, c'est vraiment des choses qui sont assez importantes à vérifier, qui ne sont pas évidentes, qui ne vous garantissent pas forcément que vous êtes à l'abri, mais qui vont vous permettre d'avoir une maîtrise complète de votre chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, lorsque vous faites un NPM, je prends un cadre qui est assez caractéristique. On en parle assez souvent sur les réseaux sociaux. C'est par exemple d'utiliser un package NPM qui s'appelle isOdd pour vérifier si un nombre est pair ou impair. Qui a réellement besoin de ça? Pas nécessairement. Alors si je parle de ça, ce n'est pas parce que le paquet est malveillant, mais ça veut dire qu'on a une dépendance qui n'est pas forcément utile pour un projet. Très récemment, il y a eu aussi un projet, encore une fois sur NPM, qui s'appelait, je ne sais plus si ça s'appelait Color ou Colorize, je ne sais plus exactement, qui permettait de coloriser les sorties sur un terminal. Le développeur, sous la pression ou on ne sait quoi, a pété un plomb, si je puis dire, et tout d'un coup a remplacé la version qui était stable par une version qui affichait finalement sur l'écran une forme de pluie à la Matrix, etc., et qui générait une faute de segmentation à la fin. Et donc qui a empêché du jour au lendemain des millions de builds de se faire dans les CI, uniquement parce qu'il a décidé que, voilà, il déployait une nouvelle version qui allait embêter tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui normalement ne devrait pas arriver lorsqu'on maîtrise notre chaîne de build. C'est-à-dire que si vous aviez une version du paquet qui était totalement légitime, que vous mainteniez dans votre propre système d'artefacts, c'est quelque chose qui vous permet aussi d'être à l'abri. Vous maîtrisez l'environnement, vous maîtrisez ce que vous avez dans votre système d'artefacts et vous maîtrisez le plus possible ce qui vous sert à builder vos applicatifs. Dès lors que vous allez chercher en dynamique sur Internet, quelque part, que ce soit avec NPM, PIP, Go, Rust, etc., ça veut dire que vous avez un single point of failure qui est finalement votre fournisseur, Internet globalement, et ce que vous avez derrière. Donc, pour en revenir au fond du sujet, c'est que la supply chain, c'est un maillon qui est vraiment complètement négligé et très souvent open source. Vous connaissez cette image, probablement, de XKCD. En fait, toute notre infrastructure moderne, aujourd'hui, est basée probablement sur un logiciel open source qui est maintenu par une seule personne quelque part. Ça, c'est un point de fragilité qu'on a dans nos infrastructures modernes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme on l'a prouvé avec l'attaque XZ utile, il suffit d'attaquer la bonne personne, de prendre les rênes du projet pour aller mettre en péril un certain nombre de projets, qu'ils soient libres, open source ou pas, des projets d'entreprise, et donc de pouvoir prendre le contrôle globalement de l'infrastructure moderne qui est aujourd'hui à disposition. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. On a eu des cas assez récemment, on a eu donc des attaques, des problématiques, je pense par exemple Log4Shell, je ne sais pas si vous vous souvenez de la faille Log4Shell, qui permettait donc d'exécuter via Log4j des commandes à distance à cause d'une faille, parce que ce projet était maintenu par une seule personne, utilisé par des millions de projets. Donc cette supply chain, globalement, notre infrastructure repose dessus. Elle est très souvent open source. Et le problème, c'est qu'il suffit qu'un des maillons de cette chaîne s'effondre ou soit piraté pour que toute notre infrastructure moderne s'effondre. Donc globalement, cette supply chain, c'est le vrai fond du sujet. C'est ce que je voulais vous faire passer. C'est cette analyse de l'attaque XZ n'est qu'un prétexte finalement pour vous parler de la supply chain, pour essayer de faire en sorte qu'on ouvre un peu plus nos chakras et qu'on y prenne un peu plus garde, parce que sinon, globalement, on devient le maillon faible. Et vous-même, vous êtes peut-être mainteneur ou mainteneuse de projets open source. Si vous êtes mainteneur ou mainteneuse d'un projet open source qui est utilisé par d'autres projets, vous pouvez être vous-même vecteur d'une attaque. D'avoir des pull requests ou des merge requests qui sont faites par des personnes que vous ne connaissez pas et qui, parfois, peuvent contenir un code que vous ne comprenez pas forcément. Ça peut être un premier signe. Ça ne veut pas dire forcément que vous êtes la cible d'une attaque, mais ça veut dire que dès lors où vous commencez à intégrer ce code, vous prenez le risque d'être un vecteur d'attaque.
Voilà, je suis largement dans les temps, ça c'est exceptionnel. Donc le mot de la fin, comme je le disais, faites attention à votre supply chain. Faites attention à tout ce que vous utilisez. Utilisez systématiquement les dernières versions des briques logicielles, des bibliothèques que vous utilisez, des paquets NPM, etc. n'est pas toujours une bonne idée. Il faut trouver le juste milieu entre j'utilise quelque chose qui est plus ancien, mais dont on est à peu près sûr qu'il fonctionne et bien audité, que forcément d'utiliser la toute dernière version qui vient de sortir. Beaucoup de personnes, dès qu'une distribution Linux ou une bibliothèque logicielle sort, se disent « hop, j'upgrade ». Ce n'est pas forcément toujours une bonne idée, parce qu'on peut être vecteur soit d'un bug, soit d'une attaque, ce qui était le cas là pour la lib XZ. Je le rappelle, le XZ-Utils, on pense très fortement que derrière c'est un groupe étatique, potentiellement. Est-ce qu'il est russe, est-ce qu'il est chinois, est-ce qu'il est américain? On n'en sait rien. Parce que derrière Jiatan, on se dit c'est une consonance plutôt orientale, je dirais. On ne sait pas si c'est chinois ou autre, mais ça peut être n'importe qui derrière. Juste pour terminer sur ce sujet, il y a eu des audits qui ont été faits pour essayer de pister la personne ou les groupes de personnes qui étaient derrière. Il est apparu que cette personne passait derrière un certain nombre de VPN, notamment des VPN via Singapour et d'autres pays, justement pour effectuer ces commits. Toujours à peu près aux mêmes heures, toujours dans les mêmes fuseaux horaires, sauf quelques-uns. Donc ça laisse à penser qu'effectivement c'est quelqu'un qui essaie de masquer ses traces numériques. Et donc, pour terminer, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis principalement actif sur X, sur Blue Sky, je fais des live Twitch, je suis aussi sur YouTube. Vous pouvez retrouver les slides de ce talk sur mon site emaxil.net. Vous pouvez aussi retrouver tous mes projets sur mes miroirs GitHub, GitLab et Bitbucket. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie.